Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler de mon sujet favori, Jules Verne, Planète Océan. Avec un sous-titre, nous irons de la découverte des océans jusqu'à l'évolution du monde. Je vais vous amener tout à l'heure la découverte de l'univers. Alors, je ferai bien sûr une brève introduction sur Jules Verne et la mer, avant de passer avec vous rapidement, de les voir en action, les héros de Jules Verne dans la trilogie marine. Puis, nous regardons ensemble les anticipations scientifiques, quelques-unes, des anticipations scientifiques de Jules Verne, et nous évoquerons le débat sur le progrès scientifique, qui est tout à fait d'actualité. Est-ce que Jules Verne était pour? Dans quelles limites, etc. Et la conclusion sera originale. Vous verrez que je vous amènerai bien loin d'ici, encore que. Donc je voudrais démarrer par un hommage à Jules Verne. Et la question qui se pose, c'est que comment se fait-il que Jules Verne, un écrivain, plutôt juriste de formation, soit devenu au top des connaissances en sciences? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il faisait partie de la Société de géographie. À l'époque, c'était tout à fait ouvert aux sciences. Mais il était en relation en particulier avec la famille Arago. Et parmi la famille Arago, l'un est particulièrement illustre, c'est François Arago, un physicien de l'Académie des sciences, créateur des comptes rendus de l'Académie des sciences, de telle sorte que Jules Verne, même après la disparition de François Arago, avait accès à ces comptes rendus, ce qui lui permettait de suivre vraiment au top l'évolution des sciences et des techniques. Et puis, point qui n'est pas forcément très connu, Jules Verne était un vrai marin. Il a eu successivement 3 navires. Le premier, un petit navire, un bourset-balai de 9 mètres, qui était basé au Crotoy. Le deuxième, un petit peu plus intéressant, et avec lequel il a vraiment beaucoup navigué, un voilier de 11 mètres. Et finalement, un navire, un yacht, à propulsion, enfin, à la fois vélique et thermique. Et grâce à ces 3 navires, il a navigué, ce sont les points rouges qui donnent les escales ici, il a navigué en Baltique, en mer du Nord, en Manche, dans le golfe de Gascogne, au large du Portugal, il a passé Gibraltar, il est allé en Méditerranée occidentale et jusqu'en Sicile. Donc, quand Jules Verne parle de la mer dans ses romans, et on va y revenir bien sûr, il sait de quoi il parle, il sait comment les hommes et les navires réagissent à cet élément, et c'est presque un personnage, l'océan, c'est presque un personnage à part pour lui. Eh bien, partons dans une première partie avec les héros de Jules Verne, la découverte des océans. Alors, nous allons successivement étudier, passer rapidement en revue, 3 éléments fondamentaux de sa trilogie marine. Les enfants du capitaine Grant. C'est une circumnavigation dans l'hémisphère sud, le long du 37e degré de latitude sud. Puis nous irons carrément sous la mer avec le capitaine Nemo à bord du Nautilus, donc à la découverte des richesses biologiques et minières, enfin minéralogiques, de cet océan. Et puis dans un troisième roman, qui semble ne pas, a priori, avoir beaucoup de relations avec le premier, nous irons avec 5 nordistes échappés d'une ville entourée par les sudistes. Nous irons d'un coup de ballon, on verra tout à l'heure effectivement de quel ballon il s'agit, pour aller atterrir sur une île mystérieuse qui, comme par hasard, se trouvera le long du 37e degré de la latitude sud. Et le 3e roman va nous donner les clés pour comprendre les 2 autres. Donc, partons avec les enfants du capitaine Grant, précisément à la recherche du capitaine Grant. En effet, Edward Duncan, qui est à la tête du navire britannique, je devrais dire écossais, parce que c'est vraiment un écossais, ils ont découvert dans l'océan une bouteille à la mer, littéralement, et dans cette bouteille à la mer, il y a un message, mais l'eau de mer a mangé en quelque sorte les lettres.
Ce que l'on sait, c'est que quelque part, le long du 37e degré de latitude sud, se trouve perdu le capitaine Grant avec 2 autres hommes d'équipage. Et donc, on va commencer à les rechercher. Il y a le mot Goni dans le message, en Patagonie. Et je suis allé dans mes expéditions océanographiques, en fait, à la recherche, si on peut dire, des héros du capitaine Grant, y compris en Patagonie. On ne les trouve pas au Chili. Ils vont franchir, excusez du peu, le Chili, avec la montagne des Andes, d'accord, rien que ça, retourner du côté de l'Atlantique, et puis passer dans l'Atlantique, où se trouve une île, l'île de Tristan de Cunha. Et cette île de Tristan da Cunha est une île caractéristique de l'océan austral, avec des manchots, avec des éléphants de mer, et puis également des êtres un peu extraordinaires. Et puis, on ne trouve toujours pas le capitaine Grant, on va passer dans la Nouvelle-Amsterdam. Alors ça, c'est une histoire, c'est une des îles antarctiques françaises, australe et antarctique française, que je connais bien. J'ai fait plusieurs escales dans cette île. Et cette île a été récemment incendiée, un incendie d'origine naturelle d'ailleurs, hein, qui a détruit, vous voyez un petit peu à quoi ressemble la végétation, c'est l'image qui est à gauche, en haut. Donc c'est une île qui est relativement sèche, mais sur cette île se trouve une forêt de Fielica, ce sont les arbustes, qui ressemblent un peu à du mimosa. Et donc cette forêt est complètement détruite actuellement. Les installations sont détruites, de telle sorte que la préfète des terres australes et antarctiques françaises a fait évacuer la base. Et par chance, nous avions le Marion Dufresne, qui était à portée de main, et j'avais des étudiants à bord. Donc ils ont ramené, en plus, bien sûr, de l'équipage normal, les 40 rescapés de cette île, voilà, et ce qui, bien sûr, donne encore un peu plus d'attention vers cet univers extraordinaire. Et puis il y a quelque chose qui vraiment intéresse Jules Verne à fond, c'est les albatros. En effet, Charles Baudelaire vient de publier un fameux poème, dont vous vous souvenez certainement, et effectivement, donc, Jules Verne est fasciné par ces vols sans effort, en suivant le creux des vagues de cet avifaune extraordinaire. On ne trouve toujours pas le capitaine Grant, on va passer en Australie, on va passer rapidement là-dessus, et on va arriver jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, ils vont débarquer sur la plage de Carré-Carré, que peut-être certains d'entre vous auront reconnu, puisque c'est celle qui sert de cadre au film La leçon de piano de Eugène Campion, un film de 1993. Alors, il arrive plein d'aventures à nos héros, qui sont donc des Britanniques, et ils vont finir par s'échapper du pirate, en particulier en circulant à l'aide d'un champ géothermique, dont vous avez une image ici. Mais on ne trouve toujours pas le capitaine Grant. Alors finalement, on finira par le trouver dans une île d'abord, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, premier roman de Jules Verne, il nous amène à découvrir la richesse de l'océan austral le long du 37e degré de latitude sud. Le deuxième roman est du tout autre nature, 20 lieues sous les mers. On embarque à bord d'un sous-marin. Alors il y a en fait 2 Français, un professeur du muséum et son assistant. Et puis comme depuis quelque temps, les navires britanniques sont attaqués par un être bizarre. Donc, on soupçonne que c'est un narval ou quelque chose comme ça. Ils ont également embarqué sur le navire américain qui le chasse un harponneur canadien. Et puis, quand l'être mystérieux heurte le navire britannique et le navire américain, pardon, les 3 hommes sont rejetés à la mer et se trouvent embarqués un peu par hasard dans le Nautilus. Et avec le capitaine Nemo, le capitaine sans nom, ils vont découvrir l'univers extraordinaire du monde sous-marin, les algues, les mondes poissons, les ressources minières. Et puis, Jules Verne familiarise avec des êtres extraordinaires, en particulier le sous-marin va être prisonnier d'un calmar géant. Ceci nous rappelle une aventure avec Kersuzon. Alors je vais essayer de vous passer un film maintenant. L'océan austral est censé abriter une colonie de géants
que notre équipe meurt d'envie de rencontrer. Mais ces créatures n'ont été que très rarement observées. Dans les années 1970, un navire de recherche soviétique a hissé à bord un calamar plus gros que tous les spécimens trouvés jusqu'ici. Il pesait 2 fois plus lourd que le plus gros calamar géant connu à ce jour. Il n'y eut plus d'autres découvertes aussi importantes. Puis, au début du XXIe siècle, des navires de pêche ont capturé 3 calamars géants dans les eaux antarctiques. L'un d'eux est désormais exposé au Musée national de la Nouvelle-Zélande à Wellington. Il a été très justement baptisé calamar colossal. Mesurant près de 5 mètres de long, pour un poids de 500 kg, il s'agit du plus gros calamar jamais pêché à ce jour. On a depuis découvert d'autres créatures surdimensionnées. En l'an 2000, le plus gros spécimen de calamar Kondacovia jamais observé s'est échoué sur les côtes. Il mesurait plus de 2 mètres de long. Le Kondacovia et le calamar colossal sont tous deux de puissants prédateurs équipés d'un arsenal très similaire. Leurs tentacules possèdent non seulement des ventouses, mais aussi des crochets acérés. Les crochets du calamar colossal peuvent même pivoter. Cela fait de lui l'un des plus redoutables tueurs des mers australes. Une de leurs proies de prédilection est le plus gros poisson de ces eaux, la légine antarctique. Les marques circulaires sur son corps ont vraisemblablement été faites par les ventouses d'un gros calamar. Donc, le capitaine Nemo et son sous-marin ont été confrontés effectivement à des attaques de ces calmars géants. Et on se demandait à l'époque si Jules Verne n'avait pas un petit peu rêvé cette histoire. Alors depuis, effectivement, il y a eu d'autres rencontres de ce type, donc probablement pas. Et vous voyez que ça nous introduit à un univers vraiment extraordinaire. La troisième histoire est d'une toute autre nature. Nous avons 5 nordistes pendant la guerre de sécession, prisonniers dans la ville de Richmond, en Virginie, prisonniers des sudistes, et qui réussissent à s'échapper grâce à un ballon. Le vent est extrêmement violent, et ils sont transportés des milliers de kilomètres plus loin, dans une île déserte, qui est sur le 37e degré de parallèle sud. On commence à faire le lien avec les enfants du capitaine Grant. Alors, on a des hommes naufragés, donc sur une île, dans des conditions très difficiles, totalement démunis. Sur eux, ils n'ont que leurs vêtements et leurs chaussures. Mais ils ont une grande connaissance scientifique, ils ont un ingénieur avec eux, l'ingénieur Cyrus Smith. Ils ont un jeune garçon qui a 15 ans, qui est féru de botanique. Et les autres hommes, donc en joignant leurs compétences, arrivent à créer une petite société heureuse. Donc il y a chez Jules Verne le mythe, bien sûr, de Robinson Crusoe, que l'on retrouve, mais cette fois dans des conditions beaucoup plus difficiles, mais grâce en particulier au développement des sciences. Il va nous donner des clés pour revenir sur les 2 romans précédents, parce que dans 20 milieux sous les mers, on découvrira que celui qui aide les naufragés dans des conditions difficiles, les attaques de pirates, etc., c'est le fameux capitaine Nemo. On découvrira à ce moment-là que c'est le prince Drakkar, un prince indien dont la famille a été anéantie par les Anglais, d'où son action violente à l'égard des Britanniques. Mais finalement, à la fin de sa vie, le capitaine Nemo deviendra un homme sage qui vole au secours d'hommes valeureux comme nos 5 héros. Alors je voudrais passer en deuxième partie quelques anticipations scientifiques de Jules Verne. Alors c'est bien sûr dans 20 milieux sous les mers que Jules Verne donne libre cours à son esprit inventif. Il y a de nombreuses anticipations scientifiques et je voudrais prendre 3 exemples. D'abord, le fameux sous-marin Nautilus. 76 mètres de long,
1500 tonnes de plongée. En gros, il est, pour prendre des références plus modernes, de la classe Agosta, pour prendre les classes de la Marine nationale. Et bien sûr, il est moins que les sous-marins nucléaires, donc j'ai ici représenté le redoutable à gauche, mais c'est un vaisseau extraordinaire. Alors comment Jules Verne a eu cette idée de créer une aventure dans un sous-marin? En fait, au XIXe siècle, les sous-marins étaient dans l'air du temps. En effet, pendant la guerre de sécession dont on vient de parler, les sudistes avaient fabriqué un petit sous-marin qui s'appelait le Housatonic, le Henley, qui, long de 12 mètres, mais propulsé par la force des bras, a réussi à couler un navire de l'Union, des nordistes, le Housatonic. Le problème, c'est que dans l'explosion de la bombe, l'onde de choc a également tué les marins du fameux sous-marin. Jules Verne a visité l'exposition universelle de Détroit, dans le Michigan, en 1867, et là, il y avait les plans d'un sous-marin américain qui s'appelle Alligator, 14 mètres de long. Donc ceci est relativement modeste. Mais Jules Verne s'est sûrement inspiré d'un sous-marin de la Marine nationale française, le plongeur, 44 mètres 50 de long, 420 tonnes, et cette fois mu par un moteur à air comprimé. Muni de ballast pour les plongées en statique, eh bien, les essais ont eu lieu au large de la Palisse. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché, ce qui fait que la Marine nationale a abandonné ce type de vaisseau pour plusieurs années. Mais Jules Verne, donc, lui, imagine ce fameux sous-marin. Mieux, son moteur est électrique. Et il imagine que le sous-marin est mu grâce à des piles. Alors, est-ce que c'était effectivement dans l'air du temps? Oui, puisque au XIXe siècle, dès 1800, Alessandro Volta, qui est un scientifique italien, a créé des piles électriques, c'est-à-dire par empilement de disques de zinc, de cuivre d'argent, avec comme électrolyte des couches d'eau salée. Et se développaient à l'époque, en particulier des piles avec une solution de sulfate de cuivre et 2 électrodes, une en zinc et en cuivre. Mais Jules Verne va plus loin. Il utilise en particulier de l'oxyde de mercure. Est-ce que cette idée est tout à fait correcte? Elle l'est en fait. Les plus anciens d'entre nous se souviendront qu'avant les piles au lithium, nous utilisions des piles au mercure. Elles ont été retirées de la circulation en raison du danger que représente le mercure pour l'environnement. Mais donc cette idée est tout à fait juste. Et donc maintenant, les batteries de lithium, les piles et batteries de lithium sont très développées. Je ne vais pas revenir, mais ceux qui sont amateurs de science ont ici une coupe d'une telle batterie. Mieux encore, Jules Verne propose une pile au sodium, non pas lithium, mercure, avec renouvellement du sodium extrait de l'eau de mer. Vous avez tous entendu parler des difficultés que nous avons quant aux approvisionnements de lithium pour les batteries. Eh bien, en 2012, Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France, en lien avec une start-up du CNRS, a créé une batterie au sodium qui est très performante, durée de vie de l'ordre de 10 ans, et les Chinois ont repris l'idée, puisque en janvier 2024, BYD, qui est une compagnie automobile qui commence à proposer ses services ici en Europe, a effectivement donc utilisé et utilise des batteries sodium-ion. Donc c'est une idée novatrice de Jules Verne qui a été parfaitement reprise. Alors c'est une histoire qui devient sérieuse, puisque la Chine a lancé une ligne de production de telles batteries sodium-ion à l'échelle du gigawattheure. Vous voyez, donc c'est tout à fait dans l'air du temps. Et ça sera sans doute une solution alternative au problème du lithium. Alors ceci étant, est-ce qu'on peut envisager un sous-marin de la classe Nautilus mu par ce genre de pilote de batterie? La réponse est franchement non. Comme vous le savez bien sûr, les sous-marins sont mus par un couple diesel-électrique ou à l'énergie nucléaire. Donc l'idée de Jules Verne, bien sûr, on ne peut pas la pousser tout à fait jusqu'au bout. Alors deuxième anticipation, l'importance de la bioluminescence en milieu marin. Alors je lis un extrait de Jules Verne à l'ouest du golfe de Bengale. Vers 7 heures le soir, le Nautilus, à demi immergé, navigua au milieu d'une mer de lait. À perte de vue, l'océan semblait lactifié. Est-ce que c'est de l'imagination de Jules Verne? La réponse est non.
Vous avez la preuve sur l'image qui est à droite, au large de la Somalie, détectée par satellite. On a effectivement trouvé ce genre de mer de lait. Et Jules Verne attribue l'existence de ce phénomène à de la phosphorescence d'organismes marins. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est la luminescence. Je vous explique. La phosphorescence, c'est dû donc au phosphore blanc, et nous avions sur nos montres à l'époque, effectivement, des cadrans phosphorescents, c'est-à-dire qu'ils ont été excités à la lumière, mis dans l'obscurité, et ils réémettent de la lumière. Le phénomène est un peu différent pour les organismes marins, puisque la luminescence, dont il s'agit ici, en fait, est créée par une dinoflagellée, Noctiluca scintillant, c'est les biologistes parmi vous, et donc, en général, cet organisme est en synergie d'ailleurs avec d'autres organismes planctoniques, et quand ils sont perturbés, ils émettent une lumière. Alors, il m'est arrivé d'avoir des campagnes de la rade de Brest, et vous savez sans doute que c'est la base des sous-marins nucléaires, à l'île Longue, et donc quand nous remontions la nuit des filets de plancton, notre filet était véritablement une colonne de lumière extraordinaire. Et je me disais, mais les sous-mariniers de l'île Longue ne doivent pas beaucoup aimer ce genre de plancton, parce que si le sous-marin passe dans un essaim de Noctiluc, ceux-ci réagissent en montant à la surface, où ils sont alors détectés par satellite. Parfois, les tout petits organismes peuvent nuire au gros. Et puis, troisième anticipation, ce que Jules Verne envisage, c'est effectivement dans l'île mystérieuse, l'épuisement d'une ressource énergétique fossile majeure, le charbon à l'époque, puisque l'exploitation du gaz, bien sûr, ou du fioul n'avait pas commencé. Et il dit ceci: oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent seront utilisés isolément ou simultanément, et fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. Effectivement, l'eau et le charbon de l'avenir. Quelle anticipation, puisque maintenant, on est bien en train d'envisager la production de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc, belle anticipation. Alors, ceci étant, venons maintenant au questionnement sur le progrès scientifique et l'avenir de l'humanité. Donc, dans ces trois romans, dans cette trilogie, le plus fascinant pour savoir la position de Jules Verne sur le progrès scientifique est certainement l'île mystérieuse, où donc Cyrus Smith, qui est l'ingénieur, dans cette île mystérieuse, ils vont découvrir qu'ils ont atterri sur une île, sur le 37e degré de latitude sud, et il va aller à la recherche des ressources éventuelles de cette île. Il monte sur un mont qu'ils vont appeler Franklin, puisque ce sont des Nord-Américains, et il descend avec Harbert, qui est le jeune de 15 ans. Il ramasse les uns et les autres des morceaux de minéraux. Quand il arrive au bas de la montagne, il dit ceci à ses compagnons: voilà ce que la nature nous offre, voilà sa part du travail commun, à nous de faire la nôtre. Donc en fait, Jules Verne imagine que dans cette aventure où le progrès scientifique va jouer, leur permettre de vivre et de vivre correctement, effectivement, on peut avoir une alliance entre l'homme et la nature. Alors c'est bien sûr une métaphore de ce qui se passe dans la société industrielle à son époque, avec l'expansion extraordinaire de l'énergie thermique, en particulier que l'on crée grâce au charbon, et qui vont être véritablement, qui va permettre le décollage de la société industrielle, notamment à travers les moyens de transport, soit terrestres, soit marins. Alors, on n'envisage pas du tout à l'époque, en tout cas dans la plupart des hommes, à part Jules Verne, qu'il y ait un épuisement des ressources fossiles. En fait, ça a été une véritable révolution, puisque nous étions passés d'une civilisation où l'énergie qui était utilisée, c'était la nôtre, ou celle des animaux, des bœufs, des chevaux. Nous étions passés à une nouvelle société où, effectivement, c'était les énergies fossiles qui prenaient le relais des énergies humaines, animales ou naturelles, c'est le vent et l'eau. Peuplé de 1,3 milliard d'habitants à l'époque, c'est 8 fois moins que maintenant,
il n'imaginait pas qu'il y ait quelque inconvénient à utiliser ce combustible fossile par l'émission de CO2. Donc, ce n'était pas du tout envisagé à l'époque, effectivement, on peut le regretter, mais c'est le cas, aucun scientifique ne l'avait noté. Sur la fin de sa vie, toutefois, Jules Verne devient très critique quant aux impacts sociétaux du progrès scientifique et technique. Dans son roman, qui s'appelle L'île à Hélice, publié en 1895, avec un sous-titre d'ailleurs qui est intéressant, Les milliardaires ridicules. C'est peut-être d'actualité parfois. Il dénonce la folie des grandeurs de la haute bourgeoisie voyageant sur le globe au gré de ses désirs sur cette île à hélice. Et c'est une histoire qui se termine tragiquement par un naufrage avec des décès. Et Jules Verne dit « Créer une île artificielle, une île qui se déplace à la surface des mers, n'est-ce pas dépasser les limites assignées au génie humain? Il n'est-il pas défendu à l'homme qui ne dispose ni des vents ni des flots d'usurper si témérairement le créateur. Donc c'est un point de vue, bien sûr, que certains partagent. Alors aujourd'hui, nous voyons effectivement les défauts de la civilisation industrielle que nous avons créée. Je voudrais juste faire référence à un autre auteur, différent de Jules Verne bien sûr, tout à fait récent, qui est Yuval Noah Harari, qui a écrit « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », où il est très dur avec la civilisation humaine, puisqu'il nous dit « Nous avons accueilli de réels progrès grâce à nos progrès, mais il y a aussi une régression dans plusieurs domaines, même si nous avons, entre guillemets, résolu le problème de la famine, et là, ce n'est pas tout à fait vrai. Si nous avons résolu le problème des épidémies, ce n'est plus non plus tout à fait vrai, et le problème des guerres non plus. Mais il y a donc des courants de pensée qui relativisent l'intérêt du progrès scientifique et technique dont Jules Verne faisait la promotion. Alors, je voudrais dire ici, à une forme un peu extraordinaire de conclusion, et vous embarquer dans une nouvelle aventure extraordinaire de Jules Verne. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XIXe siècle, et imaginez que vous êtes Jules Verne. Où iriez-vous? Iriez-vous à la découverte de drones pour découvrir les ressources marines profondes, dans les océans profonds, ou bien irions-nous à la recherche d'autres océans et d'autres formes de vie dans l'univers? Eh bien, je vous propose de prendre avec moi cette voie et de voir jusqu'où nous allons aller. Donc, nous sommes sur la planète Océan. Il est important de la voir de l'espace pour réaliser combien elle est fragile. Dans un ouvrage récent, écrit par Jean Audouze et Marie-Christine Morel, qui s'appelle « Cosmos à la vie », cet ouvrage discute de la naissance de la vie dans l'univers, comment c'est venu et comment ça peut évoluer. Ils disent que 90% de l'histoire de la vie est passée dans l'eau liquide, qui représente directement ou indirectement une réserve d'oxygène dans laquelle puisent les êtres vivants. Sous-entendu, les êtres vivants comme nous, qui avons besoin d'oxygène. Mais, si nous envolons vers l'espace, et si nous allons du côté de Jupiter, eh bien, des océans ont été détectés dans des lunes de Jupiter, dans l'Europe et dans Ganymède. Et on a même noté, pour Europe en particulier, des geysers, ce que l'on explique par des océans, en quelque sorte, sous la couverture de glace. Alors, nous en saurons plus. En 2028, l'Europe a envoyé une sonde vers ces lunes, les États-Unis également, et nous saurons si effectivement ce que écrit Nathalie Cabrol donc, est vrai. Alors Nathalie Cabrol pense qu'effectivement il y a des traces de vie possibles dans cet univers d'océan. Mais elle pense, elle, à un autre univers possible, et cette fois du côté de Saturne. En effet, Titan, qui est un satellite de Saturne, vous avez ici la taille de Titan comparée à celle de la Terre. Donc Titan est 10 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, donc il reçoit 100 fois moins d'énergie. Donc c'est une planète glacée par définition. Et on y a trouvé des traces de méthane. Et qui dit méthane dit carbone.
et dit peut-être méthanogénèse, c'est-à-dire que la biologie a pu créer du méthane. C'est l'hypothèse de Nathalie Cabrol, qui est une femme extraordinaire, c'est une scientifique française qui a travaillé beaucoup avec la NASA, et on lui doit en particulier les atterrissages sur Mars. Elle a écrit « À l'aube de nouveaux océans, de nouveaux horizons ». Eh bien, je vais prendre l'hypothèse de Nathalie Cabrol pour aller du côté de Titan, mais avec une hypothèse supplémentaire. En effet, certains d'entre vous ont vu la série Star Trek. Star Trek, en particulier l'épisode qui s'appelle Les mines de Horta, imagine qu'il y ait la possibilité d'un être vivant de silicium et non pas de carbone. Alors on va faire un petit peu de chimie, hein, mais ça ne va pas durer longtemps, vous allez voir. Mais c'est nécessaire pour la compréhension du sujet. Est-ce qu'on peut avoir des êtres vivants faits avec de la silice et non pas avec du carbone? Quand on regarde la nature des espèces chimiques que l'on a identifiées dans l'espace, 420 sont à base de carbone et 55 à base de silicium. Alors juste un petit regard sur la structure électronique ici. Du carbone et du silicium, ils ont une structure qui est très proche. Sur leur couche externe, il leur manque 4 électrons, donc ils ont la possibilité facilement de former des liaisons. 4 liaisons. Et donc, on peut imaginer que de même qu'on a des polymères de carbone, on a des polymères de silicium. Alors effectivement, on a travaillé sur ce point avec le MIT, un collègue du MIT, et on peut former bien sûr des polymères de silice que tout le monde connaît, mais on peut aussi former quelque chose qui ressemble aux hydrocarbures. On appelle ça des silanes avec des liaisons hydrogène. Donc on peut parfaitement imaginer créer des polymères à partir de silice. Mieux, on a montré que dans des sources hydrothermales d'Islande, une bactérie était capable de synthétiser des acides aminés proches de nos acides aminés familiers. Je prends ici l'exemple de la proline, dont voilà la structure électronique. On peut facilement fabriquer de la silicaproline. Donc l'hypothèse peut tenir debout. Eh bien, imaginons qu'elle tienne debout, et je reprends les héros de Jules Verne, mais cette fois les héros de la Terre à la Lune, et on va les faire embarquer, non pas pour la Lune, ça a déjà été fait, mais partant de Mars pour un long voyage interplanétaire. Alors je vais emprunter dans ces héros de Jules Verne, qui s'appellent Nicole et Barbicane, ils sont 2 Américains, et un Français qui s'appelle Michel Ardan. J'ai emprunté, ils voudront bien m'en excuser, les visages de Buzz Aldrin et de Michael Collins, des expéditions Apollo, et bien sûr de Thomas Pesquet pour nous, de l'European Science Agency, et qui s'embarque avec nous dans cette aventure extraordinaire, avec pour objectif les lunes de Saturne, où donc des sources de vie, selon Nathalie Cabrol, ont été suspectées. Donc nous partons à bord d'un vaisseau spatial, et juste pour nous rendre compte de la difficulté de l'exercice, voilà ici un schéma un peu rapide du système solaire, où vous repérez les planètes. Et dans l'image qui est juste à droite de celui-ci, où il y a les anneaux de Saturne, et le tout petit point blanc en bas, c'est nous, c'est la Terre. Ça nous montre vraiment comme nous sommes fragiles dans cet univers. Donc, nous allons aller sur Titan. Titan qui a été découvert par un astronome néerlandais en 1655. Alors voici à quoi ressemble Titan. C'est la vue à gauche au milieu. Ça ressemble à nos yeux, c'est jaune. Mais si à la place de nos yeux, nous avions des capteurs infrarouges, donc on verrait des traces, et ce sont effectivement les traces des fameux hydrocarbures auxquels fait allusion Nathalie Sarraud. Alors, ce n'est pas un univers pour Homo sapiens, c'est pas terrible. C'est de la roche et de l'eau gelée. L'atmosphère est épaisse. Mais on va quand même envisager effectivement la recherche d'êtres vivants. Alors comment font nos 3 héros? Ils ont des drones dotés d'intelligence artificielle et le capitaine décide d'envoyer un drone en forme d'aile volante. Le voici.
Alors, que va faire le drone? Il va commencer à mesurer les conditions dans l'environnement. Il mesure la température à la surface, moins 79 degrés Celsius. C'est vraiment pas pour un Homo sapiens. La pression, 1,5 bar, ça nous va bien, hein, on est capable de résister à ça. Et donc, il analyse la composition de l'atmosphère et de la mer. C'est du méthane, donc ça correspond aux prédictions de Nathalie Chabrol. Alors, le commandant, Nicholl, décide que le drone peut plonger. Donc l'ordre est donné et ce drone va plonger. Le voici, il a plongé. Il est autonome, il se débrouille tout seul, il est intelligent. Il fait ce qu'on l'a programmé pour. Et puis au bout de quelques minutes, il va réapparaître. Le voici. Et il vient s'amarrer le long du vaisseau spatial auquel il transmet ses données. Le voici. Ramène-t-il des preuves de vie? Ah ah! La réponse est oui. Qu'est-ce que c'est? La réponse est dans Jules Verne, Planète Océan. Alors, donc, bien sûr, c'était l'introduction de l'ouvrage. Et je bénéficie de deux préfaciers. L'un que certains d'entre nous connaissent bien, l'amiral Alain Coldefi, qui est le président de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui vous dit que oui, embarqué sans réserve avec Paul Tréguer et son compagnon Jules Verne pour une circumnavigation dont vous garderez longtemps la saveur salée. Et puis mon ami Dominique Lebrun, écrivain de marine, qui dit, puisque vous parcourez ces lignes, je vous préviens, après avoir lu Jules Verne, Planète Océan, vous allez vous précipiter sur votre bibliothèque pour y retrouver de vieux amis oubliés. Je vous remercie pour votre attention.